Ce podcast est proposé par les DCF ainsi que par Elixir Solutions. Elixir Solutions optimise votre CRM HubSpot pour vous aider à devancer tous vos concurrents. Simplifiez vos processus de vente, marketing et services avec Elixir Solutions. Parce que vendre, convaincre, embarquer n'ont jamais été aussi essentiels, DCF rassemble celles et ceux qui font battre le cœur de nos entreprises et de l'économie. DCF, le talent commercial en mouvement. 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui chaque matin se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner? Comment les faire travailler au quotidien et surtout, comment les manager? Je suis Anthony Felous, Managing Director d'Elixir Solutions et membre des DCF. Et j'ai décidé, une fois par mois, d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir leurs secrets. Closing, c'est parti! Aujourd'hui, je reçois un invité que j'avais particulièrement envie d'avoir au micro parce qu'il se situe à la rencontre de plusieurs sujets passionnants. L'innovation, le business, la vente et la capacité à rendre accessible ce qui semble au premier abord très complexe. Othman Chieb interviendra prochainement lors de notre congrès de Limoges et avant ce rendez-vous, on avait envie de vous le présenter, de vous faire découvrir son parcours, sa vision et de vous offrir un premier aperçu de ce qu'il partagera avec nous. Une sorte de mise en bouche avant son intervention. Son parcours est singulier, exigeant et profondément tourné vers l'impact. Après avoir évolué dans des environnements comme Microsoft, il travaille aujourd'hui sur un sujet qui peut sembler futuriste, mais qui touche en réalité à quelque chose de très concret. Comment comprendre l'humain pour mieux vendre, mieux convaincre, mieux former, mieux progresser? Je suis heureux de recevoir Othman Chieb. Salut Othman. Bonjour. J'espère que tu as aimé mon intro quand même. Elle est parfaite, elle était magnifique. Quel honneur. J'ai travaillé, je l'ai écrit, réécrit. J'ai l'impression d'être sur TF1. Écoute, en tout cas, j'y travaille, je me prépare, on l'a refait plusieurs fois, on a eu les claps et tout, la totale. Bon, écoute, comme à son habitude dans ce podcast, je vais te demander de te présenter à la fois sur un plan professionnel et personnel et j'aime bien rajouter cette petite annotation. Est-ce que surtout tu peux m'expliquer ce qu'on ne voit pas sur ton LinkedIn? Ok. Me présenter sur un plan professionnel et personnel. Alors, je suis un passionné de l'innovation à impact. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un qui aime caractériser comme étant un storyteller. J'aime raconter des histoires, mais surtout vulgariser des technologies de rupture qui peuvent paraître complexes, mais justement les vulgariser pour faire prendre conscience aux gens de leur impact qu'ils peuvent avoir. Donc j'ai toujours évolué, on va dire, quand c'était un peu dans les prémices de l'arrivée des applications mobiles, les prémices de l'intelligence artificielle en 2017 à l'époque, les prémices des technologies immersives. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre mes fonctions chez Microsoft, où je m'occupais de HoloLens en 2018, HoloLens 2. Et puis maintenant, les prémices de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle neurocognitive. Donc, j'aime bien être en amont des technologies de rupture et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de les rendre intelligibles, explicites et les vulgariser pour aider la société. Et puis, pour répondre à tes questions, qu'est-ce qu'on ne connaît pas de moi sur mon LinkedIn? C'était ça ma question. Ouais, exactement. Donc, ça va être du personnel. Je suis gaga de ma fille. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas sur le... Je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, les personnes qui me suivent voient un peu commence à connaître un peu ma personnalité, mon parcours professionnel, mais aussi personnalité personnelle. Mais oui, voilà, ça, c'est des choses que sur LinkedIn, tu ne mets pas forcément, perso. C'est sûr. Mais je suis gaga de ma fille, elle va pouvoir faire de moi ce qu'elle veut.
C'est une bonne vendeuse. Tu veux dire qu'elle va se servir de son intelligence émotionnelle. Exactement, elle va savoir, donc voilà. Ouais, très, très clair, très, très clair. C'est bien, il y en a qui nous racontent le sport, il y en a qui nous disent qu'ils montent l'Everest. Parce qu'elle vient de fêter ses 1 an, c'est pour ça que j'ai pas trop réfléchi, c'est arrivé sur ça. Mais voilà. Super, très très clair. Donc, si je comprends bien, en fait, dans ton motard, entre guillemets, c'est vraiment innovation, technologie, mise en avant de cette technologie et surtout comment réussir à faire adhérer les gens en fait au-delà de ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que l'innovation a besoin les innovations de rupture ont besoin d'être vulgarisées pour être adoptées à bon escient. Et moi, c'est ce qui me motive plus que tout. Quand je dis raconter des histoires, je suis pas un conteur, mais c'est plus cette casquette de marketing de comment intégrer ces technologies dans comment faire prendre conscience aux gens que cette technologie peut leur être utile dans leur quotidien. Et donc ça passe aussi bien dans l'approche marketing, quand on crée des témoignages clients, comment faire en sorte que ces témoignages clients parle au plus grand nombre et s'intègre dans le quotidien des clients pour que ça ait du sens et pour que tout de suite les personnes s'identifient et comprennent leur intérêt. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, ont un temps de comment ça s'appelle ? On a un temps de disponibilité, si je peux dire ça, un temps d'attention qui est extrêmement court. Donc il faut tout de suite qu'ils puissent s'identifier pour pouvoir adopter cette technologie. Et donc voilà, j'aime bien avoir un peu vulgarisé ces technologies. Ok, très clair. Merci pour cette première présentation. Est-ce que tu peux décrire la société pour laquelle tu travailles ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais on va essayer de ne pas utiliser de termes techniques. Allez. Le but est vraiment de s'adresser à tous. Alors bien entendu, on va les utiliser parce que ça fait partie aujourd'hui de notre vie tous les jours et ne pas le savoir, ne pas connaître le vocabulaire. Mais en tout cas, on va essayer juste de donner le vocabulaire et de l'expliquer en même temps parce qu'on va le vulgariser justement. Ok. Pour présenter la technologie en une phrase, déjà, c'est quoi le nom Alors là, pardon, ok. Je répète. C'est ABS, si je le prononce bien. C'est ça. Alors, on va commencer par donner le nom de la société. Donc, la société s'appelle HABS, pour Human Augmented Brain System. Et en une phrase, nous sommes une intelligence artificielle qui permet de mesurer ce qu'on ne peut pas exprimer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas exprimer ? On ne peut pas exprimer la douleur, la concentration, le stress et l'émotion. Et donc, notre intelligence artificielle permet de mesurer ce qu'on ne peut pas exprimer. Et comme on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer, ça permet justement de créer tout un nouveau terrain de jeu, terrain d'application possible dans différentes industries. Il n'y a pas de terme technique, il n'y a aucun terme technique. Là, c'est la promesse. Donc voilà, de manière très, on va dire, pour vulgariser cette technologie. Après, quand on rentre un peu plus en détail, c'est une société de 30 personnes, dont on a une deep tech de 30 personnes, plus de 25 équipes constituées de neuroscientifiques, de chercheurs en intelligence artificielle et de développeurs. C'est une société qui va avoir 3 ans maintenant. Une jeune pousse. On est une jeune pousse, complètement. Et c'est une société qui est née à l'université Paris-Saclay, donc avec qui aujourd'hui on a un partenariat stratégique qui est assez unique dans le secteur, et notamment avec le laboratoire de neurosciences de Paris-Saclay. En fait, cette société HABS est née à partir d'un drame personnel de son fondateur, qui s'appelle Olivier Locufier, qui s'est posé un jour une question qu'on s'est tous déjà posée une fois. Si on a, j'en parlais tout à l'heure de ma fille, si on a un enfant, un neveu, un cousin, il était au chevet de sa fille à l'hôpital et il s'est demandé pourquoi elle pleure. Est-ce qu'elle pleure parce qu'elle a mal ou parce qu'elle a peur ? Et comme son enfant de 2 ans ne peut pas exprimer, ça reste un point d'interrogation. Et lorsqu'il en a parlé avec les neurologues, il a découvert que les neurologues, justement, lui donnaient la même dose de chimiothérapie, quel que soit le niveau de douleur des enfants. Et ça,
même si aujourd'hui, sa fille va mieux. Mais à l'époque, il s'est demandé, justement, comme il était coincé en quelque sorte ici, il s'est demandé, mais est-ce qu'il n'existe pas des signaux cérébraux qui permettraient justement de mesurer le niveau de douleur? Donc, une question qui paraît un peu folle, mais comme il a 20 ans d'expérience en cybersécurité, il a été très curieux justement d'analyser cette piste. Et c'est là où il s'est rapproché de l'Université Paris-Saclay, et notamment du directeur de laboratoire de neurosciences, et il a pu avoir accès à une base de données d'ondes cérébrales du MIT, qu'il a pu analyser. Et pour finir, une fois qu'il a analysé pendant plusieurs mois cette base de données, il a pu faire 3 découvertes qui ont été brevetées autour de l'unicité cérébrale, sa continuité et le décryptage. En fait, ce que tu me dis, je me permets de te couper, mais ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, il est en train de te dire, quel que soit le patient, en fait, et c'est parti de là, en fait, si je comprends bien, c'est vrai, la dose médicamenteuse, en fait, est exactement identique, en fait, quel que soit l'enfant et quel que soit, en fait, probablement en fonction de critères bien précis, en fonction de sa taille, etc., mais jamais, effectivement, en fonction de l'émotion de la personne ou sa capacité à adopter le processus. Et donc, parce que quand tu fais de la cybersécurité, j'imagine que la force et la taille de la puissance que tu développes est aussi en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction tu dois avoir un certain nombre de critères. Et donc, il s'est projeté en se disant, bah, tiens, il y a de l'émotion, en fait, finalement, à ta capacité d'adopter le médicament et d'en faire un rapport. En fait, surtout, là, on est plus sur un peu l'état cognitif lié à la douleur. Et donc, derrière, son idée, c'est de se dire, en fait, cette douleur, elle a une action physique sur nous, mais elle a aussi une action émotionnelle et cérébrale sur nous. Et donc, du coup, comment analyser et comment essayer de percevoir ces pics justement d'activité cérébrale qui pourraient faire le lien avec le niveau de douleur d'une personne. Et donc, lorsqu'il a fait ces découvertes, donc il a fait la découverte justement de l'unicité cérébrale. Ça veut dire que notre activité cérébrale, l'activité de nos signaux électriques émis par nos cerveaux caractérise une personne. Donc peut-être, j'ai découvert ça quand je suis arrivé il y a 3 ans, donc peut-être ça vaut le coup de l'expliquer. Notre cerveau émet en continu des signaux électriques qui aussi à différentes fréquences. Et ces différentes fréquences, on appelle ça des ondes cérébrales. Donc les ondes alpha, bêta, gamma et θ. Et chaque onde cérébrale a sa capacité. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles, tu es relaxé, les ondes alpha sont au top, sont hyper intenses. Quand tu es en train de faire ton footing et en même temps tu réfléchis à ce que tu vas dîner ce soir, c'est les ondes gamma qui sont extrêmement intenses, etc., etc., etc. Ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est de la littérature publique. Mais ce qu'il a découvert, c'est que justement une combinaison unique de ces différentes ondes cérébrales caractérise l'identité d'une personne. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, au-delà de pouvoir identifier une personne par rapport à ses activités cérébrales, on va pouvoir l'identifier dans le temps. Et ça, c'est game changer. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir authentifier une personne dans le temps. Et l'origine et la conséquence du troisième algorithme qu'il a découvert autour de du décryptage des états cognitifs, c'est que si on peut identifier une personne, on peut mesurer justement ces différentes évolutions des signaux cérébraux et donc pouvoir mesurer ce qu'on appelle les émotions. Et donc c'est là où on arrive, où ça a ouvert un autre champ d'activité, de pouvoir, au-delà d'identifier une personne, de pouvoir mesurer les émotions et ses états cognitifs. Et donc ça, c'était un peu la découverte initiale. Et à partir de cette découverte qui était théorique, 3 ans après, donc aujourd'hui, on arrive à cette société à 30 personnes qui a créé cette intelligence artificielle neurocognitive qui s'alimente de différentes données biométriques liées à l'état cognitif pour permettre justement de pouvoir mesurer les émotions dans les secteurs aussi variés. C'est très clair. C'est clair ? C'est super clair. Franchement, merci d'avoir dit ça. En plus, maintenant que je sais que quand je vais faire du footing, ce qui ne m'arrive jamais, bon, non, je plaisante, mais mes ondes gamma... mais c'est passionnant. Moi, je découvre ça. Du coup, ils sont au top aussi pendant que je suis en train de réfléchir à quoi je vais manger. Mais comment ça va se matérialiser sur le terrain, pour un directeur commercial Bien entendu, je ne veux pas spoiler en fait, ce qu'on va voir à Limoges. Donc, juste en quelques mots, comment ça se matérialise en fait? Très, très concrètement, je suis directeur co. Votre appli, elle est probablement en ligne. Elle est en ligne, elle est en fonctionnement.
Comment ça peut m'aider dans mon quotidien, ça? Alors, de différentes manières. Le premier élément, je pourrais te parler de différents cas d'usage pour les directeurs marketing de différentes industries. Mais là, si on se concentre sur le côté directeurs commerciaux, premier élément, je dirais, c'est de la formation. La formation. Aujourd'hui, quelles sont les compétences à avoir pour un bon vendeur? Première question que je te pose. Ah, tu me poses à moi? Voilà, je te Ouh là pose la là, question. c'est moi qui suis passé sur le grill alors en fait. Déjà, l'éloquence, Très bien. déjà la négociation, Ok. savoir convaincre. Alors, savoir convaincre. Ah, voilà. Ça veut C'est là dire où quoi, tu m'attendais savoir en fait. Exactement. Savoir convaincre, c'est quoi? Savoir convaincre, c'est... ça rentre dans les soft skills Mhm. aujourd'hui, de savoir convaincre. Mais comment tu t'entraînes à savoir convaincre? Ah, ça c'est une excellente question. Effectivement, Ouais. plus j'identifie de cas sur Mhm. lesquels je remarque que mes actions sont pertinentes, Mhm. et plus je duplique en fait le même scénario, ou en tout cas je repère qu'il y a des situations où je dois appliquer telle méthode, tel scénario, D'accord. et en fonction de ça, et aussi en analysant la personnalité de la personne, Mhm. voilà, Ok. je vais, Personnalité. adapter mon canal de communication Ok. à la personne que j'ai en face et les Ouais. arguments que je vais utiliser. Très bien. C'est exactement ça. Et donc, sauf que pour arriver à tous ces éléments, il y a généralement plusieurs états cognitifs de la personne pour justement arriver à convaincre quelqu'un. Quand je dis état cognitif, c'est la concentration de la personne lorsqu'elle parle. Lorsqu'elle parle et que justement elle doit contre-argumenter pour justement convaincre quelqu'un, elle doit être concentrée dans son argumentaire. Il faut que la personne sache maîtriser son stress, son niveau de stress, qui est un élément essentiel. Généralement, quand quelqu'un n'arrive pas à convaincre, à vendre quelque chose, c'est pas forcément lié à un problème de hard skills, mais c'est lié aussi à un problème de personnalité, de mettre en confiance son interlocuteur. Et comment on met en confiance son interlocuteur? C'est en en donnant envie de se faire écouter. Et comment on donne envie de se faire écouter? Ça passe une des raisons pour se donner envie de se faire écouter, c'est savoir respirer, savoir se concentrer, ne pas être stressé et être serein. Sauf que ça, comment on entraîne l'ensemble de ces éléments? Et comment on améliore quelque chose qu'on ne peut pas mesurer? Et c'est ça toute la problématique du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à part la pratique. Il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut tester, il faut aller faire des rendez-vous, et il faut apprendre à respirer, apprendre à se concentrer, apprendre à moins stresser, etc., etc. Donc oui, c'est possible, mais ça prend du temps. Un des moyens, justement, d'améliorer ces soft skills, c'est justement de pouvoir objectiver et mesurer ce qu'on ne peut pas exprimer, à savoir la concentration et le stress dans ce cas de figure spécifiquement. Donc ça veut dire que demain, il est possible de pouvoir avoir une sorte de jauge qui permet en temps réel de mesurer le niveau de stress d'une personne. Ou bien une jauge en temps réel sur ton application qui permet de mesurer ton niveau de concentration. Et donc, à quoi ça sert? C'est qu'une personne va pouvoir avoir en temps réel un niveau de retour de son état cognitif et donc pouvoir s'améliorer dans son parcours de vente. C'est très, très intéressant parce que j'étais sûr que, comme dans toutes les applications, généralement, c'est pour connaître l'état cognitif de la personne à qui tu vends. Mais là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est l'état cognitif de ma propre personne. Ouais, de la personne, c'est ça. Pour pouvoir être plus performant, en fait. Exactement. Ah oui. C'est ça. Et ça, voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est un usage concret de comment optimiser la formation dans le parcours de vente. Et je pense que c'est quelque chose qui est complètement sous-exploité, l'importance de se former sur ces soft skills qui est complètement essentiel dans ce secteur. Donc voilà, ça c'est un petit cas d'usage. Après, on va sur d'autres cas d'usage qui sont comment mieux comprendre comment les personnes perçoivent notre produit. Parce que on vend bien un produit lorsqu'on comprend ce dont ont besoin les personnes de ce produit. C'est avant de vendre quelque chose, il faut comprendre quel est le besoin de cette personne. Mais comment comprendre le besoin de cette personne au-delà du déclaratif de cette personne? Et ça, c'est un autre problème. C'est un autre, on appelle ça un blind spot. C'est qu'aujourd'hui, quelles que soient les marques qui mettent sur le marché un produit, avant de lancer sur le marché un produit, les marques font des tests consommateurs. N'est-ce pas? Donc, on veut lancer un yaourt, un parfum ou n'importe quoi, un produit de grande conso, on fait des tests conso. Sauf que ces tests conso se basent sur le déclaratif.
Donc on rassemble 15 personnes, on fait un focus group, on leur demande ce qu'ils ont ressenti. À partir des résultats, le décideur marketing ou le directeur commercial prend une décision stratégique. Sauf que toutes ces décisions se basent sur du déclaratif. Sauf que le déclaratif peut être biaisé. Tout le monde le sait, mais tout le monde se contente de ça. Pourquoi ? Il peut être biaisé par la vérité. Quand on demande aux personnes de nous dire ce qu'ils ont ressenti quand ils ont goûté un yaourt, senti un parfum ou assisté à une formation, ils peuvent mentir. Ils peuvent ne pas dire la vérité. Parce que si c'est des testeurs qui sont payés, ils veulent juste avoir leurs 50 €, dire voilà, c'était très bien, et part. Et aujourd'hui, c'est un risque d'une grande partie des testeurs. Donc ça peut être biaisé, par la vérité. 2, ça peut être biaisé par la complexité d'exprimer une émotion. Tu viens de faire une formation, qu'est-ce que tu as ressenti ? C'est pas évident, malgré toutes les bonnes volontés du monde, c'est pas évident de pouvoir exprimer ce que j'ai ressenti sur ces émotions. Et le 3e élément qui est essentiel, c'est que ça peut être biaisé par le temps. Généralement, on demande aux personnes qu'est-ce qu'elles ont ressenti lorsqu'elles ont mangé un yaourt ou suivi une formation, donc c'était il y a 10 minutes, et pas ce qu'elles ressentent en temps réel. Et tous ces biais mis bout à bout ont un impact dont on ne réalise pas vraiment l'importance de l'impact sur les prises de décision qui sont prises. Et donc, nos clients aujourd'hui utilisent notre intelligence artificielle neurocognitive pas pour remplacer le déclaratif du tout, mais pour proposer une sorte de photographie émotionnelle complémentaire au déclaratif, pour pouvoir soit confirmer ou infirmer ce qui est déclaré. Et ça permet aux marques d'avoir accès à des données que les testeurs ne peuvent pas exprimer, et donc des données qui sont aujourd'hui inexploitées. Et donc, dans le cadre d'une vente, ça permet, en fait, on vend bien un produit quand on comprend ce qu'il génère auprès de nos clients. Là, pour les marques, pour les directeurs commerciaux, c'est un moyen de mieux comprendre comment est perçu notre produit et donc d'adapter la stratégie. Très clair. Puisque tu as rentré sur 2 use cases, en fait, de cas clients, en tout cas 2 possibilités aujourd'hui, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le marché sur lequel vous vous situez? Puisque là, tu me parles de la grande distrib et tu me parles des directeurs commerciaux, donc c'est moi qui t'ai posé la question. Mais aujourd'hui, c'est quoi le type de secteur sur lequel vous êtes le plus présent aujourd'hui? Alors, on est une start-up, on a beaucoup test and learn, comme on dit. On a testé beaucoup d'approches et là, on commence à trouver notre sweet spot, comme on appelle, parce qu'on a vraiment une solution qui répond à un vrai besoin d'industrie, parce qu'elle voit le ROI tout de suite. Toutes les marques qui font des tests consommateurs sont intéressées par notre solution, ne peuvent pas dire qu'elles ne peuvent pas être intéressées à mieux comprendre l'impact émotionnel de leurs produits. Donc, c'est les marques de luxe, c'est les marques de grande distribution, toutes les marques qui veulent mieux comprendre l'impact émotionnel de leurs produits. Donc, on est sur une industrie qu'on appelle du coup le neuromarketing, pas que de la grande industrie, il y a même des marques de voitures, d'automobiles, qui lancent des publicités, d'affiches publicitaires et qui veulent comprendre justement quelle est l'égérie qui génère le plus d'émotions positives, par exemple. Donc, ça veut dire que vous testez des gens qui passent en voiture devant un panneau publicitaire et vous voyez si la publicité, ça attire. Pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment comme ça. En fait, on a un laboratoire de neurosciences dans le 9e où on a tous les jours des personnes qui viennent, donc des testeurs qui viennent, qui sont équipés de différents capteurs, donc capteurs d'électroencéphalogramme, sudation pour le stress, rythme cardiaque, pupillométrie et respiration. Et ces testeurs suivent un protocole pendant 1 heure, 2 fois, qui combine aussi bien du déclaratif que du stimuli, et l'ensemble des données biométriques qui sont collectées viennent alimenter notre IA qui permettent justement d'analyser en temps réel l'ensemble de ces données biométriques et donc de pouvoir fournir aux marques, donc à nos clients, ce diagnostic émotionnel sur ça. Par exemple, si... Là, tu vois, je viens d'applaudir. Ouais. Donc, la régie, là, est pas contente du tout. Elle vient de sauter sur son siège. Elle vient de sauter. Et les personnes qui nous écoutent aussi n'ont pas compris pourquoi j'ai applaudi. Ça a généré une forme de surprise pour les personnes. Mais comment on matérialise cette surprise? Cette surprise, c'est une réaction aussi bien sur ton corps que sur tes ondes cérébrales. Sur tes ondes cérébrales, ça veut dire que, quand je parlais tout à l'heure des ondes alpha qui sont plus liées un peu à la relaxation, elles ont complètement chuté. Les ondes bêta liées à la vigilance, elles ont augmenté.
Les ondes gamma, qui sont plus liées à différentes zones du cerveau qui s'activent pour essayer de comprendre la situation. Est-ce que j'avais fait exprès d'applaudir? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est le micro qui a mal été branché? Et toutes ces zones du cerveau ont été activées. Ça, c'est tout ce qui se passe sur les ondes cérébrales. Ensuite, ton corps réagit. Comment il réagit? Tes pupilles se sont un peu plus dilatées, parce que d'un coup, tu as essayé de zoomer un peu sur moi pour dire, mais pourquoi il a fait ça? Ta respiration qui s'est aussi accélérée, et tu en as même certains, dans certains cas, en fait, leur souffle, il s'est un peu coupé. Et tout ça, tous ces signaux, aussi bien cérébraux que niveau de corps, arrivent en moins de 300 millisecondes, avant même que tu aies conscience d'être surpris. Et c'est pour ça que notre laboratoire de neurosciences qu'on a, on utilise différentes données, différents capteurs de données biométriques pour justement mesurer l'ensemble de ces micro-signaux qui viennent bien avant de pouvoir les déclarer la personne. Et donc, c'est pour ça qu'on est en mesure aujourd'hui d'analyser l'ensemble de ces micro-signaux pour pouvoir fournir aux marques un diagnostic émotionnel de leur contenu. Que ce soit, quel que soit le sens, que ce soit à partir de ce que l'on sent pour les parfums, de ce que l'on voit pour les pubs télé, de ce que l'on entend pour les radios et de ce que l'on goûte aussi pour la nourriture. Donc notre IA est en mesure de mesurer les émotions, quels que soient les sens, et on peut aussi même les combiner. Par exemple, on a une marque qui va changer le packaging de son produit et veut comprendre quel va être l'impact sur la perception du goût lorsqu'on change le packaging. Et donc le déclaratif ne peut pas permettre d'avoir cette information. Et donc c'est pour ça qu'il passe par nous, pour pouvoir aller au-delà du déclaratif et analyser quelles sont les émotions générées par ce changement de packaging sur la perception du goût. Donc voilà un peu en neuromarketing quelques usages, et ça répond à un vrai besoin à court terme, j'ai envie de dire, pour ces marques. Et après, il y a d'autres secteurs qui sont plus, j'ai envie de dire, à moyen terme, dans le secteur de la santé, pour pouvoir mesurer la douleur, le stress, dont je parlais, la douleur, le stress et d'autres éléments. Donc là, on touche plus à des secteurs d'activité qui touchent à la santé, donc qui sont beaucoup plus régulés, donc qui nécessitent plus de temps de recherche et de certification, mais pour lesquels on est actuellement en cours. Et puis d'autres secteurs plus industriels, une industrie de pilotes de chasse qui permet justement, qui cherche à intégrer l'analyse du niveau de concentration et du stress des pilotes pendant leur simulation. Par exemple. Incroyable. Et ça, on ne peut pas le faire par le déclaratif. Ah oui. Et donc, ils sont très intéressés par notre solution pour avoir une donnée supplémentaire d'hyper-personnalisation de formation. Et ça, j'en parle ça pour les pilotes d'avion, mais ça peut être aussi pour des formateurs. Ah oui, dans la vente. Là, du coup, ça ouvre tous les champs des possibles. Donc, c'est vraiment, voilà, on mesure les émotions et les états cognitifs. Donc, Ok, très clair. Merci pour ce... En tout cas, j'espère que tu vas nous faire un petit coup de surprise au congrès de Limoges. Du coup, on va avoir l'ensemble de nos ondes qui vont se mettre en marche. Mais c'est incroyable, en tout cas. J'avais pas perçu, en fait, tout le côté, effectivement, bien entendu, tu l'as très bien dit, le côté confiance, le côté émotion qu'on doit donner lors d'une vente, le donner plaisir aussi qu'on doit apporter, parce que évidemment, même si on vend un produit technique, il faut donner du plaisir, mais aussi ne pas accepter tout et comprendre à quel moment on ne doit pas accepter les choses. Et bien entendu, aujourd'hui, ce n'était que l'expérience qui permettait de faire ça. Ouais. Aujourd'hui, ça nous offre un champ des possibles qui est complètement dingue, mais que ce soit pour les marques, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les humains. Bien sûr. Et donc, j'espère qu'on a quelques années, parce que là, j'étais en train de t'écouter, j'étais en train de me dire, mais attends, mais ça veut dire que d'ici 5 ans, 10 ans, peut-être qu'ils auront l'IA aura décrit l'ensemble des émotions en fait que peut générer l'humain. Et donc, on va bien avant. Ouais, bien avant. Vois, j'étais. Non, mais en fait, c'est un outil. Moi, j'aime bien dire que c'est un outil qui permet aux humains de mieux se comprendre entre eux. Parce que ça peut être même un outil d'inclusion, en fait. C'est comment tu donnes justement l'opportunité à des personnes de mieux comprendre leurs émotions. Ouais, ça va même en plus très loin. Moi, je travaille dans une société internationale, donc Elixir. On est basé donc en France, on est basé en Belgique, aux Pays-Bas. On vient d'ouvrir la Suède. Et c'est vrai que notre canal de communication, même si on parle, notre manière de percevoir l'information et l'émotion, en fait, quand on se parle, est pas du tout sur les mêmes leviers. Alors, quand on a l'expérience, effectivement, le public belge va percevoir, en fait, des fois, un ordre
Et inversement, eux, ils pensent que ça ne l'est pas et où ils donnent une instruction et en fait, ce n'est qu'une instruction et ce n'est pas un ordre et nous, on peut le percevoir comme un ordre. Dans les pays suédois, par exemple, ils n'ont pas du tout le même sens de la hiérarchie. Donc, la manière de percevoir les choses ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, bien entendu, c'est exactement identique dans la vente. Et donc, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et pour compléter ce que tu dis, aujourd'hui, en fait, là, dans notre laboratoire, on nurture, on alimente notre IA à partir justement des scans que l'on fait et des collectes que l'on fait, différentes données biométriques qui sont bien évidemment anonymisées, pour justement fournir aux marques ces diagnostics émotionnels. Là, on a signé un partenariat stratégique avec un très grand laboratoire de recherche pour pouvoir faire ces tests, mais dans d'autres pays. Ils sont présents dans plus de 100 pays, donc du coup, ça permettrait de scaler et du coup, d'alimenter encore plus cette IA. Aujourd'hui, à date, on a déjà le plus grand dataset, donc on a déjà la plus grande base de données biométriques complémentaires qui sont collectées. Donc, on est à 1000 personnes. Donc, c'est déjà la plus grande base de données d'Europe. On a pour ambition d'arriver à 300 000. C'est ça l'objectif de notre société. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus on va pouvoir alimenter notre IA, moins on aura besoin d'humains pour faire des tests consommateurs. Et plus ça sera précis. De la même manière que quand OpenIA est sorti, ChatGPT est sorti, c'était pas très précis quand c'est sorti. En fait, il y avait toute la tuyauterie qui était là, mais derrière, c'était pas très précis. Pourquoi c'était pas très précis ? Parce que c'était pas encore assez alimenté en données sémantiques, en quelque sorte. Et donc ça met du temps. On est vraiment dans cette approche. Mais comme l'IA a besoin, comme nous, d'expérience. Ah oui, complètement. Mais c'est ça. Mais c'est en fait, tout est lié justement à l'expérience. Et donc, tout ça pour dire, c'est que demain, quand l'IA sera justement encore plus entraînée, encore plus précise, on n'aura plus besoin d'avoir de capteurs, en fait, pour analyser les états cérébraux des personnes. C'est-à-dire que ça va être une solution sur... tu vas faire un call Teams, par exemple, ou une autre plateforme. En fait, tu vas pouvoir, à la fin du call, avoir un rapport émotionnel et te dire, une sorte de coach cognitif qui pourrait te dire, voilà l'émotion générée par ta prise de parole, voilà ce qu'ont ressenti les personnes, voilà ce que tu devrais optimiser. Ça, par exemple, c'est un usage qui sera... Pour moi personnellement, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais pour moi, en fait. Je me dis, est-ce que vraiment j'utiliserai ? Mais moi, j'ai hâte d'avoir cette solution pour mieux comprendre. Moi, je vais même plus loin. Ça veut dire que demain, ça va m'ouvrir ma transaction en fonction de l'émotion de la personne à qui j'ai généré ma transaction dans mon CRM. Ça va bien entendu faire le rapport, parce qu'aujourd'hui, on en est déjà là. Donc, mais ça va te faire le rapport de la réunion. Ça va le générer d'un point de vue émotionnel pour savoir si effectivement la personne a réagi plus ou moins bien à l'émotion. Et donc, ça va te calculer le pourcentage de ton gain C'est un peu la quête des CRM, de tous les CRM, ça, de comprendre. En fait, c'est simple. En fait, la quête de tout vendeur, c'est de comprendre ce que le client ne peut pas exprimer, en fait. C'est ça, en fait, la quête de tout vendeur. Il faut comprendre quels sont les éléments de frustration et comment aller au-delà du déclaratif. Et comment on le fait aujourd'hui ? En stalkant en quelque sorte, en voyant avec qui il s'est connecté, quelle action il a faite, physiquement. Il a ouvert 5 fois ma présentation. Donc un vendeur, il peut dire, en fait, ça veut dire qu'il est hyper intéressé. Mais si ça se trouve, émotionnellement parlant, il n'a rien compris. Ouais. Si ça se trouve, en fait, il est frustré parce qu'il n'a pas compris ce slide, il n'a pas compris les éléments, donc il l'a réouvert. Donc en fait, aujourd'hui... Hotman, s'il te plaît, ne nous retire pas un kiff comme ça, où l'acheteur, il a ouvert 5 fois le document. Non, mais... on rêve tous de ça. Il a passé 2 minutes 30 sur la page je dis pas qu'on va le remplacer. Non, je dis pas qu'on va remplacer ça, très important. Non, tu disais, l'acheteur peut ne pas avoir compris émotionnellement. Mais c'est pour limiter la déception de certains. Je dis pas que c'est toujours le cas. Mais là, on va avoir une solution qui va pouvoir justement être complémentaire. On ne vient rien remplacer. On vient être complémentaire et confirmer ou infirmer ces éléments. Et surtout, donner un argument de vente supplémentaire au vendeur. C'est exactement ça, l'objectif de cette solution. Très, très clair. Est-ce que tu peux me donner quand même... je vais essayer de revenir quand même dans le cadre, parce que je vois qu'on a une capacité tous les deux à partir un peu. Est-ce que tu peux me donner en quelques chiffres quand même le cadre de ton entreprise, peut-être le nombre de clients,
la taille des entreprises à qui vous vendez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, donc la taille des entreprises, c'est en fait curieusement, et du coup, on a aussi une stratégie de vente aussi en Récit Startup. Donc, comment vendre cette solution qui est une solution vraiment de rupture. Aujourd'hui, on passe principalement par les boards des entreprises. C'est notre stratégie de vente. Exclusivement même. On n'est pas beaucoup, hein, on est 3 commerciaux. On a la chance d'avoir un superbe réseau d'entreprises et donc les entreprises qu'on signe, en fait, c'est par les boards ou par des décideurs directement. Pourquoi? Parce que on est sur une technologie de rupture et donc derrière, il faut au plus tôt parler aux décideurs qui peuvent tout de suite prendre conscience et décider de l'intégration de cette solution. Voilà. Donc, le point d'entrée, c'est des bonnes entreprises. Et donc, stratégiquement parlant, comme on est une start-up, le temps, c'est de l'argent. Il faut optimiser tout le temps qu'on passe. Donc, on ne peut pas passer du temps, on va dire, à aller chasser plusieurs petits comptes, entre guillemets. Il n'y a pas de petits comptes, tout compte est grand, mais on est entre vendeurs, on se comprend. Mais par contre, on veut adresser les plus gros comptes pour que ça soit une inspiration pour les autres comptes. Donc ça veut dire qu'on a une stratégie où on cible principalement les grands groupes pour lesquels on est convaincu de leur fournir un ROI direct. Donc, il n'y a pas c'est un no-brainer, on dit. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les rencontre, qu'on leur montre l'application, franchement, on a un taux de transformation qui est extrêmement important. Et donc, du coup, on va pouvoir vendre notre solution, notre service, généralement sous forme d'un premier pilote à ces grands groupes. Et ensuite, très vite, après un mois de test, un mois qu'ils ont vu le type de livrable, déployer un contrat stratégique, un contrat cadre avec ces grands groupes. Donc, dans le luxe, dans le retail, voilà, principalement les grands groupes. Ça, c'est le premier élément. Nombre de clients, j'ai envie de dire, on est une 60aine aujourd'hui, nombre de clients. On a un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2025, ce qui est pour une deep tech déjà rentable, donc ce qui est très rare, on va dire, dans ce secteur. Et on a un panier moyen entre j'ai envie de dire, entre j'ai envie de dire 80 000 et 1 million d'euros pour des projets de laboratoire, de recherche. Parce qu'on a vraiment 3 approches. On a une première approche de diagnostic émotionnel. Une marque veut comprendre quel est l'impact émotionnel de son parfum ou de son produit. Donc ça, c'est une première approche qui est plus une sorte d'engagement de résultats. Donc on fait en laboratoire. Deuxième, c'est l'accès à notre plateforme. Donc, qui va être disponible d'ici 3 mois, accessible. Donc ça, c'est une solution... Ça, en fait, c'est de la consommation qui est faite. Et on a un troisième bloc qui est plus recherche, laboratoire de recherche, où les marques veulent créer avec nous des neuromarqueurs qui leur sont uniques. Pour donner un exemple concret, on travaille aujourd'hui on fait un projet de laboratoire de recherche avec un constructeur de lunettes qui souhaite justement intégrer un capteur EEG dans les lunettes. Et justement, notre intelligence artificielle neurocognitive est en mesure de pouvoir détecter le mal de tête en amont. Et donc, dès que notre IA détecte ce mal de tête, ça va faire basculer les lunettes en lunettes de soleil. Et donc, pour pouvoir justement, donner l'opportunité, pouvoir justement faire en sorte que nos lunettes s'adaptent à notre état cognitif, avant même qu'on ressente cette gêne oculaire. Donc ça, c'est de la recherche qu'on fait, c'est un laboratoire de recherche qu'on est en train de mettre en place, et donc c'est des deals qui n'ont rien à voir avec des deals de services ou de diagnostic. Voilà, donc on a différentes offres en fonction Donc une perspective de croissance très très importante. Oui, perspective de croissance importante effectivement, et un business model très intéressant aussi. Sans spolier ton intervention, ouais, au congrès de Limoges, oui, qu'est-ce que les dirigeants commerciaux doivent commencer à regarder de près sur le sujet? En fait, tu sais, je constate de plus en plus que la thématique de la neuroscience et de l'intelligence émotionnelle, en fait, curieusement,
Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans le secteur ou pas, mais j'entends de plus en plus, là, depuis ce début d'année, des thématiques autour de la neuroscience, autour de l'intelligence émotionnelle. Bon, l'intelligence émotionnelle a toujours existé, bien évidemment, mais une mise en application dans le milieu professionnel. Et j'en entends de plus en plus parler, ces thématiques, et notamment la thématique de l'émotion en tant que telle. Donc, c'est génial pour nous, pour nos sociétés, parce que le time to market est parfait pour nous. Je pense que si on avait sorti notre société 2 ans avant, on aurait eu moins de succès, de traction auprès des clients. Donc, il y a un time to market aujourd'hui sur ces sujets. Donc, à quoi pourront s'attendre les personnes qui vont venir à cet événement? En fait, on va faire une mise en application concrète. Donc là, c'est un peu une mise en bouche dont j'ai parlé. Là, je suis resté un peu j'ai touché à différents secteurs d'activité, mais là, ça va être une approche qui sera centrée sur la vente. Comment, justement, pouvoir utiliser ces technologies pour mieux vendre, pour mieux comprendre et pour mieux adresser le besoin de nos clients. Donc, avec aussi quelques petites surprises et quelques petites démonstrations à faire qui me tiennent à cœur sur ce type de conférence. Ne nous en dis pas plus. Franchement, en fait, je veux pas en savoir plus parce que depuis tout à l'heure, je bois tes paroles, en fait. et donc, je me dis, Othman, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Est-ce qu'on va être au congrès avec des capteurs? En fait, il va avoir une caméra et donc, dès qu'il y en a un qui va se déconcentrer, on va lui dire, toi, arrête de parler. Non, je plaisante, j'ai vraiment hâte d'y être. Et surtout, je vois que tu es en fait, je vois une perspective de croissance pour vous et je vous souhaite une très longue vie, une très, très, très belle réussite avec des perspectives de croissance. Et surtout, ce que je comprends, c'est que vous êtes multi-usage, multi-entreprise, multidimension. C'est-à-dire que ça peut être la sales, ça peut être le marketing, ça peut être même la direction d'entreprise en réalité où je veux savoir ce que pensent mes salariés. En tout cas, est-ce que le message que je leur ai envoyé, il a bien été perçu? Et donc, est-ce que ça va dynamiser? Il y a vraiment, je vois un nombre de cas d'usage qui est assez dingue. Et je comprends que aujourd'hui, vous avez choisi, parce que vous être une start-up, vous avez encore choisi qu'un pan, mais que demain, vous avez vraiment des cas. Donc, j'ai vraiment hâte d'y être. Mais je vais revenir un petit peu plus tard sur cette question. Juste, et toi, ton rôle au sein de HABS? Moi, mon rôle au sein de HABS, je suis officiellement CMO, mais tu connais l'histoire, on est une start-up, donc je peux aussi bien mettre un écran sur un stand que faire une conférence, que vendre, que faire du marketing. Donc voilà, officiellement, s'il faut mettre un terme, je suis CMO de la société. D'accord. Parce que j'ai un peu... tu vois, j'ai regardé ton LinkedIn, j'avais commencé par là. Je vois que tu fais TEDx, je vois que tu as effectivement un nombre de postes assez important. Et je vois aussi que on n'arrive pas en fait dans ce type de société sans avoir aussi une expérience et un historique. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus juste sur ton parcours en fait avant d'avoir commencé dans ce poste passionnant? Moi, je suis un bébé Microsoft. Moi, j'ai grandi, j'ai fait ma carrière un peu à Microsoft. Je suis formaté. Attends, je t'arrête parce qu'on a reçu... alors, c'est vraiment le fruit du hasard. On a reçu un ancien CMO de Microsoft il y a 2 ou 3 épisodes. Comment il s'appelle? Sébastien Maire. Exactement. Tu me passeras un grand bonjour. C'était mon boss. C'est hyper amusant. Et c'est amusant parce qu'il a utilisé la même expression que toi. J'ai été un bébé Microsoft. On lui enverra une photo. Lui, il est resté bien plus longtemps que moi sur ça. Non, effectivement, moi, j'ai grandi à Microsoft. J'ai commencé stagiaire Microsoft en 2012. Et ensuite, j'ai quitté... j'ai travaillé dans une boîte de société partenaire avec différentes casquettes commerciales, dans une agence de pub, une agence de développement d'applications. Et ensuite, une SS2I en tant que commercial aussi. Et puis ensuite, je suis revenu en 2018 chez Microsoft où j'ai eu un rôle de commercial. J'avais un rôle d'expertise sur ce qu'on appelait les cognitive services, donc c'était un peu le début de l'IA. Donc j'étais un peu référent sur ce sujet en France. Et puis ensuite, 1 an après, j'ai pris un poste de direction marketing produit de HoloLens, donc des technologies immersives. Et là, cela a été un peu la révélation pour moi. C'est là où je me suis éclaté, où j'ai
pris conscience que ok, le marketing, c'est ce que j'aime faire, mais surtout le marketing a impact, quand je dis marketing a impact, déjà un marketing autour de technologies qui ont un intérêt, des innovations qui ont un intérêt et un impact concret pour les marques, et aussi du marketing qui vend. En fait. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours mis de la vente dans mes parcours marketing et toujours mis du marketing dans mes rôles de commercial. Donc, Alors, attends, là je peux te dire, je fais un petit stop parce que là, tu vas en faire rêver plus d'un. Combien de directeurs commerciaux ont dit dans leur existence, en tout cas de mon âge, le marketing, ça sert à rien. Alors là, je suis la preuve vivante qu'on ne vend pas sans marketing. Non, mais en fait, je vais blague à part. Encore plus aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui, c'est C'est-à-dire impossible. qu'on ne peut pas. On ne peut pas exister sans... Et j'ai envie de te dire, beaucoup de deep tech n'ont pas pu continuer ou n'ont pas eu le succès mérité parce qu'ils n'ont pas investi dans le marketing. C'est là où Olivier, parmi l'ensemble de ses talents, il a le talent aussi de savoir s'entourer, de comprendre l'intérêt justement du marketing aujourd'hui dans la société. Parce qu'en fait, les gens, je disais ça au début, les gens n'ont pas le temps d'attention est minimisé. Les gens n'ont plus le temps de t'écouter. Et ils vont pas t'écouter parce que tu as la meilleure offre, je pense, aujourd'hui. Ils vont t'écouter parce que tu leur as donné envie de t'écouter. Dans un premier temps. Comment tu donnes envie de t'écouter? Soit par le bouche à oreille, parce que les gens ont parlé de toi. Et comment ils parlent de toi? Bien évidemment, il faut que tu aies une bonne solution. Ça, c'est la base. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui d'avoir une bonne solution. Et donc, du coup, il faut maximiser, mettre toutes les chances de son côté pour faire bonne impression et pour mériter l'attention de ton prospect. Et le marketing est un moyen de le faire. Donc c'est pour ça, moi j'ai grandi en fait, et ça c'est la formation Microsoft, où derrière, même si j'avais un poste de marketing, derrière tu dois négocier un budget à l'année avec les US, et à la fin tu dois t'engager sur de la vente en fait. Donc toutes les actions marketing que tu fais, c'est pas pour faire beau et faire des posts LinkedIn, c'est que derrière ça doit générer de la vente. Donc derrière, toutes les actions qui sont faites marketing doivent générer du business et traçable. Et donc ça m'a un peu lobotomisé. Et donc aujourd'hui, toutes les actions marketing que je fais doivent avoir un sens et un impact business. Merci pour cette explication. Je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu pourrais me donner ton secret? C'est quoi le secret d'Hotman? Le secret d'Hotman, c'est la différence. La différence. J'ai toujours cherché à être différent et à voir les choses d'une autre perspective. Et je pense que ça manque, et je pense que c'est ce qui me caractérise. Et j'encourage les gens à le faire. J'encourage les gens à voir les choses d'un autre angle. Vraiment de pencher sa tête et d'essayer de voir une autre perspective, un sujet, un problème, une thématique, un lancement de produit, une activation marketing ou innovation. Et donc, à tout ce que j'ai fait, toutes les actions que j'ai eu l'occasion de faire, que ce soit des événements internationaux, locaux, privés, événements, j'ai toujours cherché justement à me différencier et à bien sûr parler d'innovation, mais aussi porter l'innovation en faisant de l'innovation. Et donc ça, c'est comment se différencier. Et donc voilà, pour résumer en un mot, ce qui me caractérise, j'ai envie de dire, c'est la différence. Ok, merci, très clair. Est-ce que tu pourrais me donner ton truc pour continuer à progresser et être toujours, selon toi, au top? Deux choses, l'écoute et la curiosité. Quand je dis l'écoute, c'est écoute, c'est pas écouter, c'est pas entendre. C'est-à-dire, c'est écouter la réaction des gens, écoute profonde des personnes, et ne pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand quelqu'un me dit, se contente de me dire quelque chose de positif, ça me contente pas, tu vois, de ça, positif. C'est que derrière, j'essaie de trouver dans tout le temps, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, et essayer de lire entre les lignes. Et c'est ça, pour moi, une écoute profonde. C'est d'aller au-delà du déclaratif des personnes. C'est marrant, c'est ce qu'on fait chez HABS. Tu vois, on va au-delà du déclaratif, mais il faut le faire aussi au quotidien. C'est quand quelqu'un te répond quelque chose, vraiment écoute profondément et vraiment essaie vraiment de voir est-ce que vraiment il a dit tout ce qu'il ressentait de dire. Et donc cette écoute qui est liée du coup à la curiosité. Moi, je suis curieux, mais je pose
36 000 questions autour de moi, tout le temps, aux personnes. Et généralement, c'est en posant toutes ces questions qu'on découvre en fait des solutions aux problèmes. Ok, très clair. Eh bien, on arrive quasiment à la fin de ce podcast. J'ai Mais quand déjà, même une petite dernière question. C'est passé super vite. Ouais, écoute, j'espère en tout cas que c'est aussi agréable pour nos auditeurs. Quelle est ta vision des DCF et du rôle que peut jouer aujourd'hui en fait les directeurs commerciaux? Pour moi, elle est essentielle. C'est essentiel de fédérer, de rassembler les profils qui font notre société, en quelque sorte. Enfin, c'est pas exagéré de dire ça. Aujourd'hui, quel que soit le produit, l'innovation qui existe, il faut la faire rencontrer aux clients et donc il faut des vendeurs pour le faire. Et donc, ça veut dire que c'est essentiel de donner les moyens aux vendeurs, de les inspirer, de leur donner des idées, de leur donner les moyens de mieux faire leur métier au service de la société. Ok, très clair. Super. Othman, je vais essayer pour cette conclusion de reformuler. C'est une des principales qualités qu'on demande aux vendeurs de reformuler pour être sûr que notre acheteur, on soit bien sur la même longueur d'onde. Donc HABS, aujourd'hui, c'est un logiciel, une IA, qui est comment tu as dit ? Neurocognitive. Ah, neurocognitive, c'est le terme exact qui va nous permettre en fait demain d'être plus performant d'un point de vue sales, d'un point de vue de nos ventes, de notre management, qui va nous permettre d'analyser en fait l'émotion des choses qu'on va présenter à nos clients et à nos collaborateurs. J'espère que cet épisode de Closing vous a plu et je vais vous retrouver très très vite. Mais je vous promets, dès que vous allez ouvrir votre podcast la prochaine fois, vous aurez une petite jauge sur le côté pour savoir si vous aimez ou pas. Ça va me permettre de savoir si j'ai été bon ou pas et si mon invité est excellent. En tout cas, Othman, merci beaucoup. J'ai adoré faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours et soutenir ce podcast en vous abonnant, en le diffusant autour de vous ou en laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un prochain épisode. Bye bye.